Bienvenue pour ce nouveau numéro des Trophées d'été. À l'instant, Élise Blaise m'a dit « Je vous défie de dire le mot ratatouille dans la présentation de ce Trophée d'été consacré à... » Valérie Bugeaud, mais vous l'avez brillamment placé, je dois l'avouer. Contexte parfait. Voilà, c'était facile, mais difficile pour vous, c'est qu'il faut voter. Vous savez que vous devez désigner celui qui est le nommé de tous ces trophées d'été. Et pour cela, il faut cliquer sur le pouce en l'air sur YouTube. Faites-le vite avant d'aller écouter Valérie Bugeaud. Le droit en Europe est le résultat en fait d'une forme de symbiose qui s'est faite entre la structure de droit romain qui préexistait et tous les apports du droit canon par les grands légistes de droit canon dès le haut Moyen-Âge qui ont théorisé, conceptualisé la notion d'individu, les rapports de l'individu au groupe, les rapports de l'individu à l'autorité, les rapports de l'individu à l'État. Exactement. Toutes ces notions-là sont des apports du droit canon. Et en 1531, donc ça c'était traditionnellement la façon dont le droit, si vous voulez, et puis il était, une fois de plus, je reprends l'image des deux jambes, parce que ce droit était assis sur deux jambes, c'est-à-dire que vous aviez le pouvoir temporel qui avait lui-même une capacité législative, et vous aviez le pouvoir spirituel, en l'occurrence l'Église catholique, la papauté, oui. qui avait aussi des capacités législatives et qui avait beaucoup conceptualisé ces capacités législatives, ce que n'avait pas vraiment fait le pouvoir temporel, qui œuvrait de façon un peu plus décousue, si je puis dire. Donc, à partir de 1531, le roi Henri VIII, pour des raisons tout à fait personnelles, donc pas du tout conceptuelles... Le roi britannique Henri VIII, ouais. Le roi britannique, pardon, a décidé de s'émanciper de la papauté pour créer sa propre église réformée, donc à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme. Oui, il avait quelques problèmes avec ses femmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc pour des raisons, je dirais, toutes personnelles, les conséquences ont été... politiques, mais ont été énormes. Enfin, ça a été vraiment une révolution dans la façon de concevoir le droit, puisque à partir du moment où l'archevêque de Canterbury représentait si vous voulez, le pouvoir spirituel britannique, et que cet archevêque était nommé directement par le roi, eh bien vous aviez le pouvoir temporel qui avait pris le contrôle du pouvoir spirituel. Et donc, il n'y avait plus les deux jambes que j'évoquais tout à l'heure. Au niveau législatif, tout était concentré dans les mains du pouvoir temporel, en l'occurrence le roi. Un peu moins de 100 ans plus tard est arrivé Cromwell, qui a, lui, si vous voulez, cristallisé... Renforcer tout ça, oui. Non, il n'a pas renforcé ça. Il a cristallisé, en réalité, les volontés impériales qui déjà commençait à poindre, les volontés britanniques impériales. Et en cristallisant ça, il a appuyé le développement donc du Commonwealth républicain, c'est comme ça que ça s'est appelé, il a appuyé le développement de l'Empire britannique sur le pouvoir de la finance. Et donc, peu à peu, à partir de Cromwell, le pouvoir, ce qu'on appelait le pouvoir temporel, donc le pouvoir politique, s'est déplacé du côté des financiers. Puisque vous savez que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc à partir du moment où vous adossez le développement impérial sur la finance, il arrive un moment où la finance prend le contrôle sur le pouvoir politique. Et c'est ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, ces deux événements-là ont fait que l'Empire britannique, le droit a été un moyen pour l'Empire britannique d'imposer ses vues, et le droit est devenu un outil, si vous voulez... non pas d'organisation de la société, mais un outil pour imposer un instrument qui a été utilisé pour imposer la volonté des plus puissants, et ça, c'est la City de Londres. Financiers. Et ça, oui, alors après, ça s'est matérialisé, enfin, pas après, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est matérialisé sur, effectivement, le pouvoir financier s'est matérialisé autour de la City de Londres. Voilà, en effet. Et je dirais, je ne sais pas si on a un peu le temps de détailler un peu, mais l'équivalent de 1531, de ce qu'a été 1531 pour la Grande-Bretagne, pour l'Empire, enfin pour l'Angleterre transformée en Empire britannique, l'équivalent de ça pour le continent européen et pour le monde catholique, ça a été 1929, les accords du Latran, où là, vous avez à nouveau, et c'est le même schéma qui se reproduit, le pouvoir temporel qui prend
intégralement, qui achète, qui prend le contrôle du pouvoir spirituel. La création de l'État du Vatican. Absolument, la création de l'État du Vatican. À partir de cette date, par Mussolini. Oui, c'est Mussolini qui a été le vecteur de ça, mais la finance est d'origine anglo-saxonne, en fait. C'est les financiers anglo-saxons qui ont pris le contrôle, en fait, du pouvoir de la papauté. Oui. Voilà. Et ça a été un contrôle matériel. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est important de mettre ces deux dates en parallèle parce que ça explique l'évolution de la Grande-Bretagne, explique l'évolution de la Grande Europe, si vous voulez. Quelque part, on peut l'appeler comme ça, la volonté impérialiste de l'Union européenne, qui s'inscrit évidemment dans le développement du nouvel ordre mondial. On constate que les pouvoirs publics se sont mis en mouvement pour empêcher finalement des soins peu onéreux, efficaces, avec une efficacité peut-être pas intégrale, mais quand même avec de bons résultats. Les médecins, je rappelle aussi que des médecins de ville qui ont testé d'autres remèdes, une association d'antibiotiques, etc., qui ont eu des bons résultats sur le terrain, c'est-à-dire que ce sont des gens qui respectent le serment d'Hippocrate. Ils sont là pour soigner leurs compatriotes, apporter un remède, essayer en tout cas. Donc c'est une méthode empirique, mais c'est la méthode médicale normale. Hein. Donc ces gens-là sont harcelés par l'ordre des médecins qui les appellent devant des auditions, qui les ont enjoints de supprimer leur manifestation publique, l'expression publique de ce qu'ils avaient testé avec des bons résultats, etc. Donc il y a quand même un problème. Je veux dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous assistons aujourd'hui à une sorte de dysfonctionnement majeur consistant à à ce que les pouvoirs publics et les médias génèrent une peur hystérique dans la population de façon à rester masqués, le plus possible confinés, etc. et à contribuer beaucoup à la difficulté de la vie sociale et à la difficulté de la vie économique. Donc, effectivement, il y a comme une sorte de dysfonctionnement créé chez les individus pour qui on génère une peur qui les fait agir contrairement à leurs propres intérêts et contrairement à leurs propres sensations, à leur propre santé et à leur propre santé, j'ai envie de dire, non seulement physique, mais également mentale. Bien entendu, puisque les banquiers se sont arrangés pour transformer la monnaie en un bien circulant sur un marché. Et ils ont fait ça en mettant systématiquement en avant le concept de réserve de valeur. Or ça, c'est une hérésie par rapport à la création monétaire initiale, à la raison pour laquelle la monnaie est arrivée dans les organisations humaines. C'est antinomique, si vous voulez, avec l'objectif que la monnaie initiale conçu comme un concept comptable, avait pour objectif de réaliser. Donc on est dans une subversion totale du concept monétaire lui-même. Donc à partir du moment où vous rendez la monnaie à nouveau un concept et non pas un bien circulant sur un marché, déjà vous dites au revoir aux devises. Et donc les devises, vous savez très bien que ça a été un moyen de contrôler les États par les banquiers qui attaquaient les monnaies. Donc déjà, vous n'avez plus affaire à ce phénomène-là. Par la dette contre Là, bien sûr. Bon, je pense à Soros, mais bon, il n'est pas le seul à avoir fait ça. Mais lui, elle l'a fait avec beaucoup de panache, si je puis dire. Donc, à partir du moment où vous supprimez la monnaie en tant que bien circulant sur un marché, elle n'est plus contrôlable, elle devient une institution, et une institution au service des politiques. À partir du moment où vous avez des politiques qui œuvrent, comme c'est leur sujet de départ, pour organiser la vie en commun, les problèmes ne se posent plus dans les mêmes termes. Voilà. Et nous n'avons plus affaire à des gens qui contrôleraient une monnaie, mais à des politiques qui géreraient les interactions de la monnaie avec l'économie réelle et les interactions de leur monnaie avec la monnaie des pays, différents, des pays étrangers. Il
il faut être clair sur cette histoire. Le droit français se passait parfaitement de fiducie, autant pour l'organisation de la gestion du patrimoine, en termes de cession, en termes de sûreté, de droit des sûretés. On vivait très bien sans fiducie. La fiducie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intervention d'un tiers entre le cessionnaire et si vous voulez, entre celui qui bénéficie des opérations et celui qui crée la fiducie, entre le constituant et le bénéficiaire réel. Donc, ça, en fait, ça crée une certaine opacité et ce n'est pas du tout par hasard que ce soit la fiducie, en fait, en anglais on dit trust, qui se soit imposée pour servir, si vous voulez, la liberté de circulation des capitaux que les dominants financiers et économiques ont imposé. Parce qu'il y a un niveau d'opacité qui est supérieur par rapport au niveau d'opacité que nous connaissions, nous, où les responsabilités des uns et des autres étaient très clairement établies, tant au niveau de la cession des patrimoines qu'au niveau de leur gestion et même au niveau de la gestion des sûretés. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Quel rapport avec les paradis fiscaux ? Alors, les paradis fiscaux, vous savez que je l'ai longuement détaillé dans un article qui est dans mon livre « Les raisons cachées du désordre mondial », que j'ai intitulé « Géopolitique des paradis fiscaux ». En 2009, et ça a été à l'initiative de l'OCDE avec, évidemment, on avait à l'époque Nicolas Sarkozy en première ligne, il y a eu une grande offensive pour lutter, soi-disant, contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. En aujourd'hui, réalité, ils n'existent plus. Oui, voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus, tout le monde l'a constaté. C'est une imposture. Ça a été en réalité un coup de force des paradis fiscaux, des financiers anglo-saxons, donc qui avaient organisé toute la finance sous forme de trust, anonyme, en général anonyme. Si vous voulez, pour prendre le contrôle des actifs qui étaient dans les paradis fiscaux sous forme de comptes numérotés et qui étaient sous contrôle étatique, qui étaient encore sous contrôle étatique. Et donc ça a été un coup d'État de la finance britannique, si vous voulez, de la finance globalisée de type anglo-saxonne sur la finance mondiale pour reprendre le contrôle des paradis fiscaux via justement l'instauration du trust. Et pour que ça fonctionne, il fallait que, évidemment, le trust soit reconnu dans tous les États. C'est la raison pour laquelle, avant même c'est là où on peut parler quand même un peu de complot, parce qu'en tout cas de plan organisé, puisque nous avons vu en 2007 l'intervention de la fiducie en France, je crois que c'est une loi du 19 février 2007, et en fait cette histoire de contrôle total des paradis fiscaux et de l'argent qui circule dans les paradis par la finance anglo-saxonne a eu lieu en 2009, à partir de 2009. Donc si vous voulez, ils ont préparé le terrain en France pour pouvoir rentrer dans ce grand magma financier global qu'ils ont élaboré quelques années après. Donc la France est toujours dans les mauvais coups, tête de pont. Et je rappelle quand même la chose suivante, il faut quand même avoir en tête la synchronicité entre la trahison juridique que constitue l'intervention de la fiducie en droit français et la trahison politique que constitue la signature du traité de Lisbonne par les chefs d'État des 27 États membres en 2007, à la fin de l'année, je crois que c'est le 13 décembre 2007 de la même année. Donc, si vous voulez, quand vous avez une trahison juridique, la trahison politique n'est jamais très loin. Ces deux félonies fonctionnent en osmose. Qui est-ce qui est derrière cette félonie ? Est-ce qu'on peut parler de cette notion de l'État profond ? C'est quoi l'État profond, c'est la haute finance au fond ? C'est la haute finance globalisée d'origine britannique. C'est l'inspection des finances en France ? Ça, ce sont des relais, si vous voulez, des relais prétendument politiques, parce que tout a été, j'espère avoir réussi à faire comprendre qu'en réalité, l'intégralité de nos États fonctionne au bénéfice de la haute finance. Et ça, c'est par l'intermédiaire des partis politiques, etc. Donc, c'est un schéma global, si vous voulez. À partir du moment où l'État est au service de la haute finance, c'est ça l'État profond. C'est qu'en réalité, les hommes politiques que vous pensez élire sont des hommes de paille qui ne sont que des voyageurs représentants placiers, des commerciaux, des metteurs en scène, des donneurs d'ordre, qui sont les financiers. Exemple de cette... Et là, on en a un exemple avec Macron, qui vient quand même de la banque Rothschild, donc de la grande finance internationalisée, et qui n'est qu'un exécutant local, si vous voulez. Maintenant, ça devient évident, mais moi, je le dis depuis longtemps, puisque ce principe existe depuis longtemps.
il ne faut pas tout cristalliser sur la personnalité d'un homme, puisque nous avons affaire à une oligarchie qui est très largement apatride, qui a ses racines dans les personnes peu nombreuses qui contrôlent in fine la City de Londres et comment dirais-je, la circulation, la création et la circulation monétaire de tous les pays occidentaux, à minima, d'autres pays certainement aussi. Donc, si vous voulez, il ne faut pas tout sacraliser, comment dirais-je, cristalliser sur la personnalité de Bill Gates. Aujourd'hui, on ne peut que constater que les tensions militaires deviennent de plus en plus importantes jusqu'au point de rupture, hein, puisque maintenant, il y a des tensions très violentes qui se surgissent partout, entre la Grèce et la Turquie, entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine. Vous avez le problème de la Libye, vous avez le problème de la Syrie. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu un incident majeur entre les armées russes et les armées américaines en Syrie, alors que ça se passait plutôt bien jusqu'à présent. Là, il y a eu un conflit majeur qui a fait dire à l'armée américaine qu'elle allait tirer sur tout ce qui bougeait, qui ressemblait à du russe sur le territoire syrien. Donc, bon, vous voyez bien que ça ne s'améliore pas. Il y a le problème du Liban. Les problèmes sociaux qui se présentent dans nos propres contrées dites développées qui concernent tout l'Occident. Donc je crois qu'on a une convergence de problématiques militaires, de problématiques sociales, de problématiques économiques qui permettent effectivement d'anticiper une sérieuse, une réelle réduction de la population mondiale. Ne parlons même pas des vaccins qu'on a évoqués avant. Donc on va avoir cette problématique médicale de vaccination qui va se corréler avec une problématique militaire majeure sur une ou plusieurs parties du globe. Ce que l'on constate, c'est que effectivement, dans un cas comme dans l'autre, on a tout un tas à partir du moment, si vous voulez, où certaines informations commencent à sortir, à circuler, on a un afflux tout d'un coup massif d'informations tous azimuts qui vont dans tous les sens. Et ça rappelle, si vous voulez, ça ne peut que faire penser à des méthodes de contrôle de l'information qui consistent à noyer la vérité sous un flot continu d'informations moitié vraies, moitié fausses, de façon à ce que les gens ne sachent plus s'y retrouver et soient perdus et ne sachent plus qui croire. Et vous savez, dans le projet, dans le rapport préliminaire au Code civil que Portalis avait présenté, il a expliqué qu'il y a des époques où on n'a pas d'informations par manque de texte et d'autres où on a trop d'informations, on n'a pas d'informations par trop de textes. Et là, typiquement, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de guerre de l'information qui fait que le surplus de documentation, d'information nuit en fait à la compréhension du réel. Voilà. On crée, il y a une forme de création artificielle de flux qui fait que les gens ne savent plus où donner de la tête, ne savent plus croire, ne savent plus où diriger leur attention. En fait, je pense que les gens maintenant doivent réapprendre à écouter leurs vrais besoins, à être à l'écoute de leurs véritables intérêts et doivent arrêter d'être manipulés par des mots vides de sens, comme la démocratie, la liberté, parce que vous savez que, en fait, plus on parle des choses, moins elles existent. Et qu'ils ont utilisé tout un tas de vocabulaire, y compris le Parlement, etc. En droit, il y a des exemples fantastiques dessus. Ils ont utilisé un vocabulaire pour le faire changer de sens à chaque fois et rendre finalement l'ensemble du système confus. Donc je pense que la confusion est peut-être l'arme la plus redoutable que ces financiers ont imposée aux populations, de sorte qu'elles ne sont plus capables de tirer le vrai fil conducteur à la fois des institutions et de leurs intérêts à la fois personnels et politiques. Cette confusion qui mène, on l'a vu, beaucoup de Français dans la dépression. Absolument. Donc cette maintenant, illisibilité des événements. Oui, la seule façon d'en sortir, c'est que les gens sortent des mots MOTS vides de sens et qui sont en revanche riches de mots
MAUX de nature sociale, politique et économique et tout ce qu'on veut, pour se remettre à réfléchir sur quels sont leurs vrais intérêts à eux. Est-ce que le droit est à leur service? Est-ce que les règles qu'on impose sont vraiment là pour leur rendre service et pour les aider dans la vie quotidienne? Ou est-ce qu'il y a une volonté clairement différente de leurs propres intérêts? Je pense que les difficultés arrivant de plus en plus, les difficultés de plus en plus violentes arrivant, si vous voulez, les gens vont se réveiller de leur gueule de bois parce qu'ils ont été dans l'illusion démocratique depuis quand même des centaines d'années. On ne sort pas de l'illusion démocratique du jour au lendemain. Si vous voulez, c'est un parcours du combattant qui permet de réfléchir à nouveau sur le sens des mots, le sens des institutions et le sens profond des intérêts. Il faut comprendre que le gouvernement britannique n'a jamais eu d'autonomie par rapport aux entités financières qui contrôlent la City. D'accord? Donc les banquiers qui contrôlent la City ont la main sur le gouvernement britannique et ça ne date pas d'hier. Ça date depuis le développement de l'Empire britannique et ça s'est passé sous Cromwell. Oui, enfin, c'est quand même les électeurs britanniques qui mettent, par exemple… Oui, mais Pierre, les élections, ça a toujours été des moyens, des moments où s'affrontaient des forces politiques en arrière-plan et dans lesquelles les populations sont prises en otage. On met en avant la démocratie, etc., de sortir de l'Union européenne, mais réfléchissez 2 secondes. Est-ce que les Anglais étaient les plus touchés par le manque de démocratie en Union européenne? Ils étaient ni dans l'euro, ni dans Schengen. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'était les Britanniques qui devaient sortir en premier de cette prison des peuples? Donc non, on a mis en avant une justification, comment dirais-je, patriotique, de liberté, de démocratie, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours, depuis que les élections existent, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a rien vraiment de nouveau. Maintenant que les populations s'approprient ce type de décision, ça c'est une autre chose. Et effectivement, quand vous avez d'autres peuples à côté, d'autres États, d'autres populations à côté de la Grande-Bretagne qui disent bah, nous on peut faire comme eux puisqu'ils l'ont fait, ça marche, on va le faire aussi. Là, c'est tout un autre processus qui entre en œuvre. Mais ce n'est pas le processus qui est voulu par l'élite financière britannique, hein, ça clairement. Eux, ils voulaient sortir, mais pour que le reste se renforce en fait. Pour que l'intégration européenne reste dans leurs mains, mais qu'ils la contrôlent d'une autre façon. Parce que là, ils en perdaient le contrôle justement parce qu'il y a eu une scission dans les élites politiques et financières américaines entre les globalistes et les patriotes. Et maintenant, on assiste à ça à l'intérieur même de l'Union européenne, qui est le fruit de la domination américaine.